On les utilise tous les jours sans vraiment y penser. Téléphone portable, vélo électrique, perceuse sans fil, trottinette, batterie de secours. Les batteries de lithium sont partout. Mais connaît-on réellement les risques liés à leur utilisation, leur recharge ou leur stockage? Face à la multiplication des incidents et des départs de feu, il devient essentiel de mieux comprendre ce sujet pour adopter les bons réflexes. Alors nous vous proposons de faire le point sur le risque lithium, comprendre ce qui peut provoquer un emballement de batterie et découvrir les solutions simples à mettre en place. Bonjour à toutes et bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, je suis François, cofondateur et dirigeant d'InfoRisque et j'ai le plaisir donc d'animer l'échange d'aujourd'hui. Comme j'aime à le rappeler, InfoRisque est maintenant le média santé-sécurité le plus suivi de France et grâce à vous. Alors, merci de votre participation à ce webinaire et de votre soutien. Alors, aujourd'hui, notre sujet est ô combien d'actualité. Quand les batteries s'emballent, comprendre et agir face au risque lithium. Alors, pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Michael Baheux, qui est directeur commercial et technique France chez FMS Incendie. En parallèle de son activité professionnelle, il est sapeur-pompier volontaire depuis 18 ans. Alors, issu d'un cursus scientifique, il a évolué professionnellement dans un environnement lié au domaine de l'incendie et du secours. Alors, il exerce son métier avant tout comme une véritable passion qu'il souhaite transmettre et partager. Alors, Michael a également suivi un cycle technique NC, donc manager du risque incendie en entreprise. Michael, bonjour. Bonjour François. Alors, donc, nous voici ensemble pour 45 minutes, avec donc 30 minutes d'échange avec Michael. Puis nous réserverons 15 minutes pour répondre à vos questions que vous pourrez poser à l'aide du petit picto QR que vous avez en bas de votre écran. Alors, merci d'utiliser le chat uniquement pour nous dire bonjour ou un commentaire, mais voilà, les questions sur les QR, ça me facilitera le travail après pour reprendre l'ensemble des questions. Un petit rappel de toute manière, nos webinaires sont tous disponibles en replay directement depuis inforisque.fr. Alors, sur lequel, au niveau du site, vous pouvez retrouver bien sûr nos actualités, nos guides et une large gamme de solutions, produits et services donc proposés par nos adhérents. Alors, n'oubliez pas que c'est grâce à eux que nous pouvons vous fournir des contenus gratuitement. Alors, n'hésitez pas à les consulter quand vous cherchez une solution adaptée à vos besoins. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et Michael, il serait donc bien déjà de commencer par refaire un petit peu un point sur ces fameuses batteries et partout où elles se trouvent. Oui, c'est ça tout à fait. Du coup, je vais vous partager mon écran avec un schéma assez synthétique. Parce que, bah, oui, les batteries lithium, c'est devenu un risque qui est omniprésent dans notre quotidien. Et en fait, plus on multiplie les usages, et forcément, plus on va augmenter mécaniquement les risques. Donc ça, il y a beaucoup de batteries qui sont autour de nous, ils sont invisibles, et des fois qu'on les oublie aussi. Donc on peut les retrouver principalement dans notre usage un peu quotidien, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les tablettes électroportatifs, à domicile ou même en entreprise. On retrouve tous ces objets ou ces batteries aussi durant nos mobilités, que ce soit les vélos, les trottinettes électriques, dans le transport en commun, les bus, les voitures. D'ailleurs, les voitures, ils prennent quand même une place un peu plus importante en ce moment avec le contexte qu'on a actuellement. On a aussi tout ce qui est le stockage stationnaire des batteries. Donc, il serait intéressant en titre, c'est de savoir, pour vous, de votre côté, rien qu'à domicile, vous pensez que vous avez combien de batteries au lithium de votre côté, quoi. Donc ça serait Voilà. intéressant de voir. Alors, on prend quelques hommes pour répondre. Voilà, on vous a mis un petit sondage. Donc voilà, pour selon vous, combien vous avez de batteries lithium chez vous? Alors, moins de 5, entre 5 et 10 ou plus de 15? Alors, il y a une battle entre le 5, 10 et plus de 15. Ah, Allez, alors majoritairement plus de 15. Ouais, enfin, battle, battle.
Allez, on va se couper le Oui, sondage quand même et vous le partagez. Alors, un commentaire, Michael. ouais, c'est ça. En fait, ce qui est partagé dans les médias et les informations, c'est que oui, on a entre 15 et 20 batteries lithium rien qu'à domicile. Bon, voilà, si on fait le tour, là, rien de, à côté de chez nous, on a eux à côté de nous, on a l'ordinateur, on a le téléphone, on a la montre connectée, on peut avoir les AirPods. Voilà, rien que voilà, en quelques instants, on en trouve vraiment partout, juste en tournant la tête. Donc là, après, ce qui est quand même important de savoir, c'est bah, du coup, une batterie lithium, c'est quoi et ça sert aussi à quoi. OK. Alors donc vous avez appris en plus une petite voilà une petite slide sympa pour justement expliquer un peu pour un peu plus rentrer dans dans la technique. Oui, c'est ça. Donc là, je viens de vous partager un petit peu les composantes d'une batterie au lithium. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'une batterie, en fait, c'est un réservoir d'énergie. Un réservoir d'énergie, en fait, c'est un élément chimique, le lithium, qui est très léger à l'état solide. C'est le plus petit des métaux, donc c'est dans la famille des alcalins. Donc ça, lui, en une petite, un petit volume, il va mettre vraiment une énergie importante à l'intérieur. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Et il faut savoir que en fait, cette forte capacité, elle est dans un faible volume. Et une batterie, c'est quoi? C'est plusieurs composantes qui sont sensibles et qui doivent être restées stables. Dans les composantes, donc on a bien les deux électrodes, on a la cathode, on a l'anode. Pour éviter un court-circuit, par exemple, eh ben, on a le séparateur qui est au milieu et ce qui va graviter à l'intérieur de façon liquide ou même solide, c'est l'électrolyte. L'électrolyte, en fait, c'est vraiment un liquide qui est inflammable, en fait, il est volatile. Donc c'est ça qui est quand même dangereux parce que c'est lui qui va nous créer des gaz. Et en fait, dans ces électrolytes, on a du sel de lithium. Et en fait, ce sel de lithium, lui, l'atome de lithium, en fait, il a un électron qui, lui, il va faire voyager ce ion lithium de part et d'autre, en fait, de la cathode à l'anode, et qui va nous créer cette énergie. Donc déjà, si on comprend un petit peu ce fonctionnement-là, on voit que bah, du coup, cette batterie, c'est vraiment un réservoir d'énergie. Alors moi j'ai une première question peut-être le Michael parce qu'on parle beaucoup des batteries lithium. Mais déjà, est-ce que bah, les problématiques des départs d'incendie ou de stabilité, c'est uniquement sur les batteries lithium ou il y en a d'autres? Et puis j'aurais presque après une question supplémentaire, et comment on les reconnaît? D'accord. Bah, en fait, oui, là, principalement, on parle de lithium parce qu'on a cette partie instable. On a plusieurs scénarios un petit peu d'incidents qu'on verra un peu tout à l'heure. Du coup, qui, en fait, instable, pourquoi? Parce que l'électrolyte, en fait, c'est un liquide et un solvant organique qui est très inflammable, donc il va déjà créer des gaz et qui va fragiliser, en fait, l'enveloppe qu'il y a autour de cette cellule. Et du coup, au contact de l'air ou même à l'intérieur, va faire sa propre autocombustion. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que l'emballement thermique est parti sur une cellule, derrière, on ne peut plus l'arrêter, quoi. Voilà, il va s'auto-entretenir. Et après, Ok. oui, comment on les reconnaît? Bah, en fait, on a des symboles, que ce soit sur le transport de marchandises, sur les cartons, sur les outils en elles-mêmes. Par exemple, vous prenez votre électroportatif, votre visseuse, vous prenez la partie des chargeurs, c'est bien écrit Li ion dessus. Donc voilà, on sait déjà que c'est une batterie au lithium, par exemple. Ok. Et par contre, oui, les problèmes de stabilité, donc juste sur les batteries lithium, ou il y a d'autres technologies aujourd'hui qui sont moins soumises à ces problèmes d'instabilité? Alors là, on est vraiment sur des. Alors il y a deux familles en fait dans les lithiums. Donc on a les lithium-ion qu'on retrouve un peu particulièrement partout autour de nous. Avant, on avait les lithium métal polymères, les LMP, donc qui sont un peu moins présents chez nous. Pourquoi LMP? Un petit mot technique, LM Palo. Donc on fait un peu référence au feu de métaux. Donc pour les moyens d'extinction derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, qui était voilà, un peu plus sûr, mais en cas d'incident, on a du mal aussi à gérer, à trouver des solutions d'intervention. Après, ça évolue un petit peu en phase de laboratoire. On essaye de partir sur des phases un peu solides, comme le sodium. Voilà, c'est toujours des phases qui sont expérimentales.
L'idée, c'est pourquoi? C'est garantir un peu plus de sécurité. Mais derrière, il faut aussi en fait avoir la sécurité, la performance demandée et aussi la durabilité de notre batterie. Ok, donc si je comprends bien, on est parti pour avoir encore du lithium pendant un certain temps. Oui, tout à fait. Ok. Alors, oui, parce que là, après, vous avez oui, justement, une slide là-dessus sur les différents types, justement, de lithium. Ouais. Bon, cela, du coup, on a vu en fait Enfin, les aujourd'hui en fait différents types de cellules, on va dire, de lithium. c'est ça. Parce que là, du coup, on a vu comment est composée une cellule. Mais en fait, il faut savoir qu'on a plusieurs types de cellules aussi. On a des cellules qu'on appelle cylindriques. On peut retrouver ça, par exemple, dans le pack batterie d'une véhicule, comme chez la Tesla. On peut retrouver ça dans votre vapoteuse également. On a des cellules aussi prismatiques, que ce soit des locaux de charge, ou pour les chariots. On a aussi des cellules push. Les cellules push, c'est comme une petite pochette un peu plus souple. Ça, vous retrouvez ça aussi, par exemple, sur votre téléphone, votre ordinateur. Également tout ce qui est les batteries externes. Ça, vous retrouvez tout ça. Ce qui est important, c'est que dans cette cellule-là, on a vu qu'il y a quand même des composantes. On a des composantes voilà, ils ont tous leur rôle dedans et il faut trouver cette stabilité. Donc, en fonction de ce qu'on veut utiliser dans l'application derrière, comme on a vu tout à l'heure, on a besoin d'avoir une puissance un peu différente. Donc, quand on prend une cellule, on en a assez, par exemple, pour notre téléphone. Par contre, si on veut faire fonctionner une voiture, on a besoin de plusieurs cellules. Parce qu'on a besoin de plusieurs puissances, d'une puissance un peu plus élevée. Donc, en fait, on va additionner ces cellules-là, comme on peut le voir en bas, on additionne ces cellules pour faire un module. En fait, ce module-là, on va les additionner également en fait, pour faire quoi? Un pack batterie. C'est ce qu'on appelle comme ça. Mais pour vous donner une image, c'est comme une maison. On prend une première brique, bah, c'est votre cellule, elle est remplie d'énergie. On veut faire un mur, on va y ajouter plusieurs briques, donc ce qui va nous faire un module. Et ensuite, l'ensemble, ça sera soit une cellule ou un module qui va nous faire ce pack. Mais ce pack, c'est quoi? Ça va être une enveloppe avec une sécurité. Une sécurité, c'est tous les éléments de sécurité qui se trouvent autour et dont, par exemple, là sur les batteries lithium, c'est le BMS, qui lui, en fait, est le cerveau. Le cerveau qui va nous permettre de stabiliser un petit peu ce risque, stabiliser aussi la température de nos cellules, gérer l'état de puissance, l'état de décharge. Il va vraiment contrôler cette cellule. Et pour éviter justement un emballement thermique derrière et un scénario d'incident. Ok. Alors après, derrière tout ça, on a et pas forcément, parce que chez InfoRisque, on évoque quand même les risques. Et je pense que si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui à assister à ce webinaire, voilà, je pense que ces scénarios d'incidents sont quand même ce qui nous préoccupe le plus. Et puis même ce qui doit vous préoccuper vous le plus, parce que même en tant que sapeur-pompier volontaire, ça doit être quelque chose aussi qui ne doit pas être mal. Oui. Bah, c'est ça en fait. Bon, il faut comprendre qu'un emballement thermique, on a plusieurs phénomènes qui peuvent se créer derrière. Alors déjà, on a la première phase qui est quand même le dégazage, qui est le dégazage qui va être quoi? Issu en fait, de l'électrolyte. Donc on aura une fumée, une volumétrie de fumée qui est très importante, qui est un peu caractéristique hein, quand même, qui est une fumée quand même assez blanche. Cette fumée, en fait, elle est toxique, elle est inflammable, elle est suffocante. Donc ça, c'est déjà une première notion en fait à comprendre et à maîtriser parce que bah, pour vous en entreprise, ce qui est important aussi à penser, c'est l'évacuation. Donc gérer cette évacuation-là. Donc lors de ce dégazage-là qui est très rapide et très important, ça peut mettre en difficulté l'évacuation de votre personnel ou des salariés en entreprise. Et en fait, pour avoir cet emballement thermique-là, on a également aussi différents phénomènes, en plus de la fumée, c'est qu'on peut avoir des étincelles, on peut avoir des courts-circuits, on peut avoir aussi l'explosion des fumées si elles sont contenues ou dans des locaux qui sont ventilés. Donc ça, c'est aussi des risques à prendre en compte en matière de prévention et de protection derrière. Donc, après, pour essayer de comprendre comment va se créer en fait cet emballement thermique-là, il y a plusieurs scénarios d'incidents. Donc, ils sont référencés, comme on peut le voir en haut, en jaune. Donc, on a le choc mécanique. Le choc mécanique, c'est quoi ça peut être simplement votre téléphone portable que vous faites tomber au sol, qui crée en fait une réaction et un emballement thermique. Ensuite, on peut aussi avoir la décharge profonde. Une décharge profonde, c'est que votre réservoir d'énergie,
il est limite à 0%, on le laisse en stationnaire là, et derrière, on veut le réalimenter, on veut y remettre de l'énergie, mais en fait, à l'intérieur, ça va aussi se cristalliser. Et comme on a le séparateur, on veut faire passer les ions de part et d'autre, on va boucher le séparateur, et en fait, en faisant ça, on va créer quoi? Un court-circuit. Un court-circuit, du coup, qui entraîne cet emballement thermique avec les différents phénomènes derrière. La surcharge, bah, c'est pareil. La surcharge, à un moment, c'est un réservoir d'énergie, c'est comme votre bidon d'essence, vous le remplissez à fond, et à un moment, si on le remplit trop, il va déborder. Donc là, c'est pareil, il va déborder en fait en énergie. Donc on a vraiment une surcharge d'énergie. Donc ça, c'est un scénario aussi à prendre en compte. Le court-circuit peut être fait aussi par le fait du vieillissement et de maltraiter aussi un appareil. Ensuite, on a aussi la température ambiante élevée, donc extérieure, ou alors dans votre endroit de stockage. Par exemple, votre téléphone, voilà, quand en plein été, à travers la vitre, s'il est trop chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il se met aussi en sécurité. Tout ça, en fait, vous avez vu qu'il y a différents scénarios d'incidents, comme la décharge profonde, la surcharge, le court-circuit, les températures ambiantes élevées. Tout ça, c'est relié en fait au BMS. Le BMS qui, lui, comme je vous le rappelle, c'est le cerveau. C'est le cerveau, c'est lui qui va tout contrôler, il va essayer de tout stabiliser pour éviter justement ces incidents. Mais après, c'est un BMS, c'est pareil, c'est une sécurité. On a différents types de BMS, on a différents types de qualités. Juste un exemple, si je vous demande 3 marques de trottinettes, bon, si on se pose la question là, on n'en a pas trop à donner. Si je vous demande 3 Ouais. marques de voitures électriques, bon, on en a plusieurs à donner. Voilà. Mm. Pourquoi? Parce que bah, déjà, l'application, elle est un peu différente. C'est de l'usage un peu commun des trottinettes. Bon, une fois que c'est cassé, on en rachète une. Une voiture électrique, voilà, il y a quand même une marque aussi à défendre, donc c'est un peu plus qualitatif. Donc, du coup, un Ok. test qui est beaucoup plus performant aussi. Oui, enfin, en gros, plus on est dans du low cost, plus la construction peut être discutable. On va dire Ouais, comme ça. c'est ça, où là, la sécurité et la qualité est quand même mis en jeu, quoi, pour l'image. Ok. Donc, voilà, après, il faut vraiment prendre en compte, c'est que voilà, quand on a un emballement thermique, c'est tous les risques qu'il y a derrière à prendre en compte. Alors, il y a une partie prévention, en fait, par rapport à tout ça, c'est que par exemple, une surcharge ou un court-circuit, bah, déjà aussi, c'est votre téléphone, c'est prendre le bon chargeur, le charger correctement au bon endroit, vérifier votre local de stockage. On a parlé un peu des applications tout à l'heure, par exemple, votre chariot élévateur, il y en a beaucoup qui est au plomb ou à gaz et qui passent maintenant à l'électrique, donc d'où aux batteries lithium. On en trouve énormément partout, mais maintenant, c'est qu'on peut les charger dans les locaux de charge, mais aussi maintenant, c'est qu'on les retrouve, on les charge vraiment partout. Pourquoi? Parce qu'on a juste Mm. à les brancher sur une prise traditionnelle, quoi. Donc ça, c'est un risque qui est quand même présent, qui est mobile, et du coup, il est plus ciblé à un endroit, on le retrouve vraiment partout. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte, quoi. Et donc, la chose qu'on a à retenir là-dessus, c'est déjà veiller pour les charges, de pas faire, enfin, de ne pas les laisser. Donc, du coup, un bon stockage de batterie, c'est déjà ne pas charger enfin, pas laisser du stockage de batterie déchargée, quoi. Oui, c'est ça. Après, voilà, il faut déjà, d'où en fait aussi mettre à jour aussi peut-être votre document unique, aller rechercher en fait le risque batterie lithium présente sur votre site. Il peut être de différentes applications. Il faut penser aussi aux moyens de locomotion des salariés. Ils viennent beaucoup aussi maintenant en trottinette ou en vélo. Et où est-ce qu'ils les stockent? Ben, ça, c'est aussi un risque à prendre en compte parce que en fait, la trottinette du salarié, on la retrouve beaucoup à l'entrée de l'établissement, en bas de la cage d'escalier, qui est quand même votre accès de dégagement et de sécurité pour évacuer, par exemple. On les retrouve aussi dans le bureau, en train de charger. Donc, lorsqu'on charge aussi l'appareil, c'est là où on peut avoir un risque beaucoup plus important, une probabilité plus importante. Donc voilà, c'est déjà de cibler les risques, voir un petit peu où ils sont situés dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un risque aussi adjacent? Est-ce qu'il y a un facteur aussi extérieur qui peut impacter en fait les scénarios d'incident? Par exemple, une source de chaleur, un local qui est vraiment pas ventilé et qui présente un risque. Voilà, c'est vraiment de cibler ça et mettre en place des moyens de prévention et de protection derrière. Il faut savoir, c'est que par exemple aussi un local de charge, il est par exemple voilà, il est détecté.
Les premiers gaz qui s'échappent lors d'un emballement thermique, c'est le monoxyde de carbone, le CO. Donc ça, c'est quand même un gaz qui est incolore, insipide et inodore. Bon, ça peut être un moyen de prévention ou de protection à mettre en place et de mettre un détecteur aussi à proximité. Ok. Oui, Voilà. qui va être un peu enfin, en gros, qui doit déjà permettre d'alerter avant qu'on passe à la partie emballement complet. Oui, c'est ça. Plus on va identifier le risque et plus on va pouvoir agir derrière. Et agir derrière, bah, c'est aussi en fonction de vous, des équipements, de votre moyen organisationnel, que ce soit technique ou aussi humain. Voilà, entre une entreprise qui a des EPI, une entreprise qui a des ESI sur place ou des pompiers de site, bah, du coup, vous voyez très bien que les moyens derrière peuvent être plus ou moins lourds. Et en fonction de ça, on a plusieurs types de solutions à proposer et à mettre en place. Et ces détecteurs que vous avez, parce que c'est la première fois que j'entends parler ce type de détecteur, c'est un petit peu comme des détecteurs de monoxyde de carbone ou choses comme ça. C'est quand même quelque chose qui est très banalisé ou c'est quelque chose qui est, enfin, on est quand même dans du détecteur très spécifique. Non, 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 c'est des détecteurs qu'on retrouve vraiment partout. Vous pouvez aussi en retrouver aussi à domicile. Par exemple, près de vos chaudières. Voilà, une mauvaise combustion de votre chaudière chez vous, on met toujours en place Ouais. aussi des détecteurs de fumée, mais pensez aussi aux détecteurs de monoxyde de carbone. Donc ça, c'est Ok. qu'on retrouve partout, alors, que ce soit en moyen fixe ou aussi en moyen portatif. Voilà, donc lors des rondes de sécurité ou lors des travails par point chaud, vous pouvez aussi vous faire des relevés en détecteur monogaz, donc principalement le monoxyde de carbone, ou aussi avoir un détecteur multigaz. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, il y a le CO, d'accord, le monoxyde de carbone qui va être dégazé lors de l'emballement thermique, mais on a aussi d'autres gaz. On a par exemple l'hydrogène L'hydrogène fluorescent, fluorescent, on a on a l'hydrogène, l'hydrogène, on a le on a ciel, le ciel. on a plusieurs gaz qui, eux, vont être impactants, donc ils sont vraiment inflammables, ils sont suffocants, ils sont vraiment toxiques. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Pourquoi? Parce que derrière, en cas de dégazage, il faut aussi protéger aussi les intervenants, les salariés des voies respiratoires, soit pour la mise en place d'une action assez rapide, une action immédiate, ou aussi faciliter l'évacuation derrière. Voilà. Mais tout ça, vous allez mettre tout ça en place en fonction aussi de votre analyse de risque et aussi de ce que vous avez comme moyen sur place. Ok. Euh, en continuant un petit peu là-dessus, parce que vous avez préparé aussi une slide, vous voyez, parce qu'on voit souvent les dégradations thermiques, là. Ouais. Euh, Bah, en fait, c'est déjà aussi, il y a Tout des ça, batteries. c'est lié typiquement chaleur. On a laissé la voiture, on a laissé le téléphone sur le pare-brise de la voiture. Il chauffe, il gonfle. Ouais, Ou la ça, patine d'ailleurs, ou quel que soit l'engin. Ou le vélo électrique d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que il ne doit pas y avoir beaucoup. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des différences entre des vélos électriques et les patinettes au niveau des batteries, ou c'est la même chose, plus ou moins, sauf peut-être la puissance. ouais, c'est ça. En fait, bon, vous avez voilà, des différents types de cellules. Alors, sur une trottinette ou vélo électrique, on va être plus sur des cellules cylindriques, donc un peu voilà, rondes comme des piles. On a en fait cet effet qui est supplémentaire en fait par rapport aux autres cellules, que ce soit push ou prismatique. On a cet effet aussi missile des cartouches qui vont exploser en fait. Hein. On a cet effet missile qui va arriver, mais sinon le risque reste le même. Par contre, l'impact peut être différent en fonction du taux de charge. Voilà, une trottinette, un vélo, une voiture ou n'importe quel outil ou même téléphone qui soit chargé à 0% ou à 20% ou à 80%, l'effet en fait sera beaucoup plus amplifié s'il est plus chargé. Mais vous aurez toujours cette présence de fumée, ces fumées en fait qui peuvent s'enflammer. On peut aussi avoir ce phénomène de torchère avec le feu. C'est pareil, les fumées, donc qui est une atmosphère explosive, donc qui peut exploser derrière, donc à prendre en compte lorsque vous stockez vos batteries lithium. On a cet effet aussi d'arc électrique et de projection de particules. Mais tout ça, en fait, on peut aussi l'identifier un petit peu en amont avec des signes un peu prémices. C'est ça qui peut être ainsi intéressant lors des audits de terrain, de relevés ou des audits de sécurité, lors des travaux par point chaud, par exemple. Comme on peut le voir sur l'image à gauche, on a une batterie en fait qui, elle, a gonflé. Alors, elle a gonflé dû par quoi? En fait, des créations de gaz à l'intérieur.
il y a dû avoir un phénomène, alors lequel, voilà, on ne peut pas toujours l'expliquer, ça peut être un court-circuit, ça peut être une chaleur externe qui a fait que ces créations de gaz a en fait gonflé cette enveloppe, hein, on le voit. Ensuite, cette enveloppe-là, en fait, si elle peut être percée, donc on peut aussi avoir un signe prémisse de sifflement dû à la pression à l'intérieur qui va venir se dégager. On a ce feu de batterie lithium, il avait vraiment une odeur un peu âcre, très particulière. Une fois qu'on l'a senti, voilà, on sait que c'est du lithium partout. C'est vraiment très particulier. Donc voilà, ça peut être aussi un signe prémisse si vous allez dans un local de charge ou une armoire où vous stockez des batteries lithium, vous avez vraiment une odeur très particulière. Voilà, mettez-vous un point d'alerte et puis allez chercher un petit peu plus loin. Ça peut être aussi des relevés aussi avec des caméras thermiques fixes ou aussi portatives lors de vos relevés pour relever des points chauds. Est-ce que votre batterie lithium a une température beaucoup plus élevée que prévu? Ça vous donne aussi des signes d'alerte. Et après, voilà, une fois que le gonflement, le dégazage est parti d'une cellule, voilà, c'est réversible, c'est l'emballement thermique, il est parti, on ne pourra plus l'arrêter. Il faut savoir qu'il se auto-entretient, d'accord? Pourquoi le triomphe du feu? Vous allez me dire, on a le combustible, on a le comburant, on a l'énergie d'activation. Bah, souvent, il suffit de le couvrir, on va agir par étouffement. Bah, là, non, parce qu'en fait, agir par étouffement, on va enlever l'oxygène, mais en fait, cette batterie lithium, elle crée sa propre oxygène, dû à la dégradation de la cathode. C'est pour ça que tout à l'heure, on a vu les différentes composantes, ils ont chacun leur rôle, et il faut aussi qu'elles soient stabilisées. Et Alors, justement, parce que vous avez voulu nous faire partager un petit vidéo justement qui est aussi très parlante de cette partie d'emballement. Alors, je vais tâcher de vous préparer. Là, du coup, euh, c'est moi qui vais vous préparer ici. Voilà. Hop, il veut bien se lancer parce que c'est toujours délicat la vidéo. donc là, ce qui est intéressant un peu dans cette vidéo pour les explications, c'est qu'on a vu que la trottinette a été bien branchée. Bon, il y a eu le premier dégazage, on entend dans cette vidéo qu'on pourra vous partager, on entend le POC. Le POC, c'est aussi un signe annonciateur en fait des cellules cylindriques. On a vraiment ce POC. Vous avez vu qu'une fois que le dégazage a été fait, il est très important, ce volume de gaz et cette cinétique, elle est très importante. Pourtant, il a eu cette bonne action réflexe en fait de venir débrancher cette batterie, cette trottinette. Mais vous avez vu qu'une fois que c'est parti, on ne peut plus l'arrêter. Donc, on voit derrière que après ce dégazage, on a cette inflammation aussi des fumées qui a été fait avec une petite explosion. Pourquoi? Parce que quand on le voit au bout, la baie vitrée, elle est ouverte. Donc, cet apport d'air, en fait, ce local qui est en fait ventilé. Du coup, on a ce bon mélange de l'atmosphère explosive et du coup, on rentre bien dans cette phase. Après, ce qui est important tout à l'heure, donc on parle une cellule, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, par exemple, dans une trottinette, voilà, c'est plusieurs cellules qui sont additionnées, qui sont concentrées pour avoir cette performance. Donc en fait, on a bien cette cellule peut-être au milieu qui est partie en emballement thermique, due à cette chaleur. Il faut savoir que quand ça part en emballement thermique, on peut aller à des températures de 600, 800 degrés, voire 1000 degrés. Donc qui va en fait avoir cette réaction en chaîne de cellule en cellule au niveau adjacent. Donc du coup, qui va amplifier le phénomène, que ce soit au niveau du dégazage, des fumées, que ce soit l'inflammabilité aussi des gaz derrière, des risques. Alors, du coup, j'avais repris le partage, mais vous en laissez parce qu'il y a la partie doctrine opérationnelle. Oui. Ah, Ah, on retrouve la formation du pompier. oui, je vous repartage ma présentation. Oui. Alors en fait, ce qui est, hop, voilà. Ce qui est important de comprendre là-dessus, c'est que derrière, c'est que euh, il n'existe pas une solution, mais il existe plusieurs solutions. Pourquoi? Parce que bah, s'il existerait une solution miracle et qu'une seule, il y aurait des fabricants qui la vendraient en jaune, d'autres en rouge, d'autres en verte.
Mais sauf que là, du coup, c'est pas la même chose, que vous avez vu que il faut vraiment agir à l'intérieur des cellules pour pouvoir être efficace. Donc nous, on les a rangés en fait dans notre doctrine de sécuriser, isoler, refroidir et immerger. Mais ça, vous allez le mettre en fait en place en fonction de vous, de vos besoins et de vos moyens aussi que vous avez en entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a des moyens qui sont différents, que ce soit en termes d'humains, organisationnels et aussi techniques. Sécuriser, c'est quoi? C'est en fait derrière, c'est une partie en fait plus prévention, c'est sécuriser. Alors charger ou stocker vos batteries lithium, en fait par exemple dans des armoires sécurisées et dédiées à ça. Ça peut être aussi les stocker dans des valises de protection. Et c'est également aussi mettre en place des détecteurs, des relevés aussi de caméras thermiques, détecteurs monogaz, multigaz. Ensuite, sécuriser, ça peut être aussi derrière mettre en place un moyen vraiment de prévention pour pouvoir vraiment ensuite derrière peut-être isoler aussi le risque. Isoler le risque, vous pouvez le faire de différentes façons. Isoler le risque, une batterie lithium qui est en train de brûler au milieu de votre parking et qui a rien autour, par exemple votre téléphone, on a fait la part du feu, on a isolé le risque, il n'y a pas de danger autour, donc on peut le laisser et l'isoler comme ça. On peut le laisser en emballement thermique. On peut faire la part du feu. On peut venir isoler aussi, il existe aussi des couvertures anti-feu que vous pouvez mettre en moyen de prévention ou aussi en moyen d'intervention, qui lui, en fait, ces couvertures anti-feu, en fait, va vous permettre d'isoler le risque et éviter la propagation, que ce soit par le biais des fumées ou par le rayonnement. Par rapport à, par exemple, s'il y a une voiture qui part en emballement thermique, on peut mettre cette couverture anti-feu sur ce véhicule-là pour protéger en fait les véhicules qui sont garés peut-être à côté sur votre parking lors du stationnaire, du stationnement Ouais, bah, tu sais, alors, et tout de suite, il y a la petite précision que je vais vous demander parce que en préparant notre entretien, c'est vrai qu'on voit souvent des vidéos sur Internet où on voit des pompiers, enfin, ou des personnels qui mettent une couverture sur une voiture qui est en feu comme ça et tout s'arrête. Mais non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est vraiment la protection. La couverture, si j'ai bien compris, c'est avant tout pour éviter la propagation autour, mais c'est pas pour ça que l'incendie s'arrête. Non, c'est ça, en fait, faut se dire aussi, c'est qu'un feu de véhicule électrique, en fait, on a deux feux. On a le feu du véhicule thermique de l'habitacle qu'on connaît tous et qu'on sait éteindre. Cette Mhm. couverture anti-feu sur un véhicule thermique, on le met, on va agir par étouffement par contre. Donc du coup, on Oui. va éteindre ce phénomène de combustion et on va venir éteindre ce véhicule thermique. Par contre, un feu de véhicule électrique, on a bien ce premier feu de véhicule d'habitacle et on a aussi le feu du pack batterie. Donc on peut avoir deux feux en un, quoi. Donc par contre, ce feu de pack batterie, lui derrière, on va pas pouvoir l'éteindre. Comme on a dit, il fait sa propre autocombustion, il va toujours réagir, il va toujours avoir cette réaction chimique et cet emballement thermique. Par contre, cette couverture anti-feu, là, elle, alors plus un rôle en fait d'isoler le risque et éviter la propagation. Ok, donc c'est quand même déjà une belle base. Enfin, c'est une bonne base j'allais dire, de premier secours. C'est ça, parce qu'en fait, ça va aussi limiter le dégazage et l'apparition des fumées qui va vous faciliter aussi votre évacuation. Faut toujours avoir ce mot en tête, hein. La première chose, c'est la sécurité aussi des personnes, des biens et de l'environnement. Donc, voilà, mettre en sécurité vos personnels et évacuer en toute sécurité et gagner du temps sur cette partie-là, c'est très important, quoi. C'est très important. Mais ça peut être aussi bien sur un véhicule, mais il faut penser aussi à vos chariots, vos trottinettes, vos vélos. Voilà, il y a aussi vos stockages d'électroportatifs ou de déchets électroportatifs, les D3E, que vous pouvez mettre en palette. Celle-ci, elle peut être mise aussi en mode prévention pour protéger aussi votre stockage. Voilà, en cas d'emballement thermique, ça sera détecté par exemple par un détecteur fixe ou lors d'une ronde de sécurité. Et derrière, vous allez pouvoir gagner du temps et mettre en place des actions immédiates, que ce soit d'alerte ou d'alarme derrière. Ok. Ensuite, Juste une petite chose, parce que j'ai vu remonter dans le chat une observation. Il y a quelqu'un qui parlait qu'il y avait du Larsen un peu sur la communication. Alors moi, je l'entends pas. Dites-le moi, j'ai changé, j'ai éteint alors pour le coup, un projecteur qui est à côté, qui est peut-être une source de Larsen. Ben, vous me direz dans le chat si vous avez toujours cette partie Larsen.
ou pas, parce que sinon, j'ai pas de. Voilà, normalement, j'ai enlevé tout ce qui pouvait en faire. Voilà, en espérant que ça aille mieux maintenant. Pardon pour voilà, pour cette incursion Non, mais pas de souci. Après, médicale. voilà, ça reste des moyens de prévention et de protection à mettre en place. Voilà, vraiment en fonction de votre besoin, j'insiste, parce que l'analyse de risque sur votre site est très, très important. Déjà, pour mettre à jour vos dossiers et les risques, l'analyse, et mettre en place les bons moyens de prévention et de protection. Sans oublier que la partie formation et sensibilisation et informer votre salarié, c'est l'une des premières bases à avoir aussi. Pour du coup avoir une belle performance au niveau sécurité derrière. Après, on a cet aspect de refroidir que nous, on a mis. Alors, refroidir, ça peut être aussi bien avec du moyen hydraulique, avec des lances type pompier ou des pompiers de site ou des ESI qui seraient équipés pour. Sans oublier qu'il faut protéger aussi leur voie respiratoire d'un masque de protection ou alors de système d'aérie avec une bouteille derrière le dos, par exemple, avec une bouteille d'air. Après refroidir, bah, en fait, vous avez aussi des extincteurs sur vos sites, des extincteurs, les extincteurs type lithium qui vont en fait agir et venir refroidir à l'intérieur des cellules. Mais pour cela, il faut faire une bonne analyse, une bonne observation, parce que sur quoi je vais l'utiliser. Alors, sur quoi je vais l'utiliser, je vais prendre un exemple. Euh, Nous, si on vient éteindre un feu de voiture et on est avec nos deux lances, on va venir jeter de l'eau sur l'autre voiture et le capot il est resté fermé, bon, ça fait obstacle hein, parce qu'il y a cette enveloppe. Donc après, voilà, vos extincteurs que vous avez pour protéger, par exemple, vos chariots ou vos batteries lithium, c'est de se poser aussi la bonne question, c'est comment je vais pouvoir injecter l'eau à l'intérieur de ma cellule sans avoir cet écran dû à l'enveloppe ou le carénage de mon chariot, de ma voiture, par exemple. Donc c'est se poser ces bonnes questions, c'est comment je vais pouvoir agir en sécurité par rapport à ça. Après, refroidir, on a aussi la partie immergée. Alors, dans refroidir, on a encore, il y a pas mal de systèmes en fonction des moyens que vous avez aussi sur place, hein, que ce soit des systèmes de perforation pour y injecter de l'eau sur des plus gros modules, des plus gros packs batterie, par exemple, pour les centres de tri, les centres de déchets qui, eux, posent directement vos batteries. Parce qu'on parle de produits finis depuis tout à l'heure, par exemple une voiture, une trottinette, un vélo. Il y a aussi ceux qui traitent, qui vont venir démonter les packs batteries, qui peuvent aussi créer des courts-circuits, hein, ou les mettre en stationnaire là pour les démanteler, pour les recycler derrière. Donc, il faut penser aussi à ça, comment je vais pouvoir intervenir directement lorsque je suis en présence d'un pack batterie ou d'un module, qui là, on sera aussi en contact direct du risque par rapport à une voiture où là, voilà, on a le pack batterie, on a la voiture autour. Du coup, le rayonnement, il est un peu plus confiné aussi à l'intérieur de la voiture. Donc, Oui, puis ce que vous disiez aussi là-dessus, c'est que moi, bah, c'est pareil que j'avais retenu un peu dans notre échange en préparant l'émission, c'est que vous parliez, bien sûr, là, vous avez parlé des gaz, donc la nécessité aussi d'avoir une protection avec les masques, je dirais, adaptés, mais également, vous m'aviez indiqué l'importance aussi d'avoir des gants, parce que des gants qui permettent, parce que sans ça, ces batteries, même de taille, elles ne sont pas déplaçables parce que voilà, le niveau de température n'est pas du tout adapté pour être repris en aucun cas à la main. oui, c'est ça. C'est que du coup, il y a aussi l'importance des EPI, quoi. Voilà, que ce Hmm. soit aussi, bah, selon l'action qu'on veut y mener derrière, avec des moyens un peu plus lourds, bah, c'est de protéger nos intervenants, alors, comme vous l'avez dit, hein, des masques respiratoires, on a les gants de protection, on peut avoir aussi des tenues de feu. Donc voilà, il faut penser aussi à ces protections-là. Euh, voilà, enfin, faut penser à tout ça. Il y a aussi des moyens qui peuvent être mis en place aussi via aussi un chariot qui pourrait être déplacé qui sont aussi d'intervention, qui vont vous permettre en fait d'immerger aussi. Immerger, ça va permettre, c'est qu'on peut mettre en fait des produits en quarantaine en cas de doute ou des batteries ou des utilités qui ont été choquées, par exemple. On va les mettre en quarantaine dans un caisson et en cas d'emballement thermique, on peut venir faire l'immersion, on peut venir les immerger. Pourquoi? Comme ça, l'eau, en cas d'emballement thermique, on a bien ce dégazage, on a bien ces fumées. L'eau va pouvoir pénétrer à l'intérieur des cellules pour essayer de ralentir cette réaction chimique jusqu'à stopper cette réaction. Hmm. J'aurais tendance. Parce que, alors là, et puis on va filer vers les questions, parce que là, il y a
vous avez beaucoup de questions qui vous attendent, Michael. Euh, mais justement, parce qu'on pense à l'immersion, mais vous parliez tout à l'heure de chariots maintenant, de chariots de manutention, etc. On fait quoi avec des chariots de manutention? Parce que là, l'immersion, c'est mission impossible, non? Alors, bah non, en fait, il y a des questions, des cellules aussi d'immersion de différentes tailles. Et c'est fait en fonction de votre besoin. Si vous voulez y mettre des chariots à l'intérieur, alors après, il faut se poser la question, c'est comment je vais venir le ramener à l'intérieur. Alors, soit via un treuil, ou alors il est encore mobile, on peut venir directement le mettre dans le caisson avec une rampe. Et une fois que ce caisson, lui, est étanche, on vient y faire son immersion. Ensuite, on peut prendre l'exemple, vous posez, je pense qu'il y a des questions qui se passent comme ça aussi, c'est que bah, mon chariot, il part en emballement thermique, je peux plus le déplacer, je veux le protéger parce que je suis pas dans un endroit idéal où j'ai tous les risques à côté de liquide inflammable ou autre, où je peux avoir une propagation. Bah, en fait, par exemple, la couverture anti-feu peut être un bon moyen. Je mets ma couverture anti-feu sur le chariot et je vais venir isoler le risque. Donc, tout ce qui est en emballement thermique sous la couverture ne se propagera pas à d'autres risques ou combustibles qui seront aux alentours. Ensuite, est-ce que j'ai un moyen de venir faire une immersion ou un refroidissement directement sur mes batteries de chariot? Bah ça, c'est à se poser aussi la question aussi en fonction de la cinétique de l'emballement thermique. Parce que la cinétique, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a vu sur la vidéo, c'est qu'elle était très rapide. Mais on peut aussi avoir une cinétique qui est très lente. Donc avec un petit léger dégazage, avec une odeur, avec voilà, quelque chose de particulier où du coup là on a un peu plus de temps pour réagir. Ok. Alors, euh, il y a une. Si on avait préparé un petit, parce qu'on va arriver quand même au bout, mais avant ça, on vous avait préparé un petit sondage quand même pour savoir justement dans ces différents risques. Pour vous, vous considérez que vous êtes au niveau de vos sites en entreprise, voilà, vous êtes confronté à ces sujets-là. Oui, non, je ne sais pas. Alors là, on est plutôt plus dans le. Ok, donc là, c'est clairement. Là, on peut s'arrêter direct. Oui, on est quasiment à oui, je dirais pas à 100%, mais avec une grande majorité. Ok, bon, on va mettre fin quand même à du coup, notre petit sondage qui est flagrant. On sait en tout cas pourquoi vous partagez ce temps avec nous aujourd'hui. Euh, Petite chose également, parce il y a de très nombreuses questions. Vous avez posé de très nombreuses questions et merci pour ça. On va prendre le temps d'y répondre. Mais surtout, ce que je veux vous proposer aussi, c'est que même s'il y a des questions qu'on va pas pouvoir aborder, n'hésitez pas à mettre dans le chat simplement contact. Et à ce moment-là, pour que Michael puisse revenir vers vous, si justement dans la partie entreprise, vous avez besoin de voir les problèmes je sais pas, de formation, comment cette question de URP, comment vous en sortir aussi sur comment faire dans votre entreprise, n'hésitez pas. Vous mettez simplement dans le chat contact et puis Michael reprendra facilement contact avec vous. Voilà. Alors, allons-y pour les questions. Alors, il y en a une qui est plébiscitée, qui est quel extincteur pour les batteries lithium? Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs fabricants, il y a plusieurs modèles, plusieurs types d'extincteurs lithium. Alors, peu importe le procédé qu'ils utilisent à l'intérieur, que ce soit du FireAce, de la vermiculite, etc. L'effet, en fait, c'est l'objectif qu'on veut y trouver derrière. C'est juste qu'il faut avoir l'idée, c'est qu'on ne va pas venir arrêter cet emballement thermique. La combustion, elle aura toujours lieu à l'intérieur. Alors, il y en a qui veulent agir en fait par isolement, en créant une surface à l'extérieur pour venir isoler le risque. Il y a des extincteurs en fait qui eux vont agir pour essayer de refroidir à l'intérieur des cellules avec une solution qui est un peu plus aqueuse et qui a un pouvoir un peu plus de refroidissement. Donc toujours dans l'intérêt de baisser cette température pour pouvoir du coup ralentir ce phénomène, cette cinétique, et peut-être y apporter d'autres actions derrière. Mais
l'extincteur, il faut aussi avoir, du coup, forcément, il y a la formation qui est adaptée derrière. L'utilisation de l'extincteur, il y a aussi ses limites. L'extincteur, il est aussi qualifié pour une puissance de batterie lithium. Donc, je vous invite à vous référer aussi sur les indications que vous pouvez retrouver sur vos extincteurs avec les limites. Donc, une fois qu'on a ces limites-là, on voit le risque qu'on a en entreprise, on voit si c'est adapté, oui ou non. Et il y a aussi la question, c'est comment je vais venir intervenir sur ma batterie lithium avec mon extincteur. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avoir vraiment cet accès jusqu'à la batterie. Ok. Il y a Fabrice qui me demande quel conseil de prévention pouvez-vous donner à l'attention des salariés qui viennent en trottinette ou qui rechargent leur batterie de vélo au bureau? Oui. Il y a en matière de prévention là-dessus, par exemple, il y a des armoires de stockage qui peuvent être aussi mis à l'extérieur, hein, qui peuvent être collectifs ou individuels. Et ces armoires de stockage, en fait, on peut venir y recharger notre batterie parce que ce qui les intéresse, les personnes qui viennent travailler comme ça, c'est voilà, d'utiliser cette mobilité et puis aussi les recharger en entreprise, hein, pour pouvoir repartir tranquillement. Cette batterie-là, elle peut être en fait branchée directement dans une armoire ou un petit caisson individuel. Et comme ça, en cas d'emballement thermique, ces armoires peuvent être REI 90 et REI 180. Donc ça peut être aussi un risque qui peut être délocalisé à l'extérieur. Si on n'a pas trop le choix, donc que ça soit de part financier ou de moyens ou de place, il y a aussi ces housses de protection. Des housses de protection, comme une couverture anti-feu, peuvent être mises directement sur une trottinette en charge, qui va vous permettre en fait d'isoler le risque, que ce soit dans un bureau ou un endroit de charge, isoler le risque et aussi limiter la partie dégazage. Voilà, pour toujours garder cette idée de protéger l'environnement et aussi faciliter l'évacuation derrière. Voilà, il y a plusieurs types de moyens et de solutions. Il y en a encore d'autres, hein, si, au besoin. Les batteries peuvent être aussi chargées dans des valises de stockage pour venir isoler également le risque. Voilà. Ok. Il y a plusieurs solutions en fonction de l'environnement où vous vous trouvez, quoi. Alors, Sandrine, faut-il mettre en place obligatoirement ces trois types de détecteurs, fumée, monoxyde de carbone et H2, dans les zones de charge? Donc ça, c'est la chose, enfin, voilà, les rendre obligatoires. Bon, ça, c'est une chose, c'est peut-être un avis, parce que je pense pas qu'il y a une règle ou un impératif aujourd'hui. Où existe-t-il aussi des modèles combinés, peut-être, de détecteurs? Ouais, alors ça, du coup, déjà, une première information, référez tous à votre réglementation aussi, parce que voilà, il y a des sites qui seront ICPE, il y a aussi des demandes d'assureurs, il y a des demandes aussi de l'Adréal. Donc, il faut déjà aussi voir un peu les préconisations que eux vous font pour voilà, essayer au mieux de les respecter parce qu'il y a un enjeu derrière. Après, les rendre obligatoires, non. Pourquoi? Parce que voilà, il y a rien qui est écrit ou qui impose. Après, voir la réglementation des locaux de charge, ce qui vous impose derrière. Par contre, le détecteur CO, voilà, c'est une combustion qui est incomplète. Derrière, si on a une combustion, on aura forcément aussi la création du CO2, donc qui sera aussi détecté par un détecteur multigaz ou de fumée aussi. Voilà. Pourquoi je parlais du monoxyde de carbone? Parce qu'en fait, celui-là, c'est le prémisse, c'est celui qu'on va retrouver en premier. Mais voilà, il y a pas de choses obligatoires dedans. C'est des préconisations si vous voulez mettre en place des moyens en plus. Moi, je pense que je vais faire ça chez moi, déjà dans mon garage. Bon, on n'est pas dans l'entreprise parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à charger. Mais par contre, effectivement, monoxyde de carbone, c'est vrai que je n'en ai pas pensé. Et c'est vrai que c'est en plus, c'est totalement inodore. Alors, Jean Gérard qui demande quel est le pourcentage de charge à respecter pour stocker des batteries de nos clients dans nos entrepôts. Ouais. Alors, du coup, en fait, il y a des préconisations dessus. C'est que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport à la cinétique et puis les effets qu'on va avoir, on conseille en fait que ce soit même des garages automobiles ou du stockage d'outils d'avoir aux alentours de 30%. Pourquoi? Parce que 30%, c'est là où on se dit que la limite et les effets sont un peu plus minimes. De toute façon, vous le comprenez bien que sur une batterie qui est chargée à 90% ou à 80%, l'effet sera beaucoup plus important, que ce soit en phase de dégazage et aussi d'incendie derrière. Donc voilà, ce qui est préconisé un petit peu
dans certains sites, comme les VHU, hein, par exemple, c'est de venir faire du stockage aux alentours de 30%. Alors là, je vais vous demander un effort, Michael, parce il reste encore une grande quantité de questions. Donc là, il va falloir nous faire des questions courtes. Cédric qui demande bonjour, est-ce que les batteries des transpalettes, autolaveuses, robots de balayeurs, laveuses professionnelles sont concernées par le dégagement d'hydrogène lors de la charge? Alors, dégagement d'hydrogène lors de la charge, enfin, oui et non, ça dépend s'il y a par un emballement thermique ou s'il y a aussi cette dégradation d'électrolytes à l'intérieur. Et possiblement. L'hydrogène, en fait, elle est issue de la dégradation de l'électrolyte de la batterie. Euh, Mehdi qui demande quelle est la durée de vie moyenne des batteries au lithium. Alors ça, je vous demande de vous référer un peu aux notices de fabricants parce que tout dépend de la type de la batterie, de l'utilisation et de l'application qu'on met derrière. C'est ce qu'on appelle les cycles de vie. Grégoire qui demande quelles sont les caractéristiques types de la batterie qui s'emballe. Moi, je pense que ça, on l'a vu déjà. Par contre, on va pas revenir dessus parce qu'on l'avait mis, vous l'avez abordé tout à l'heure. Une batterie lithium présente le même risque que lithium métal. Non, ça c'est pareil, j'en ai parlé tout à l'heure parce qu'en fait c'est l'électrolyte qui est solide, métallique et qui réagit comme les classes de métaux, qui réagit très mal à l'eau. Petit moyen mémotechnique, LMP, elle aime pas l'eau. Ok. Fabrice qui demande, ah oui, parce que vous avez parlé de tout à l'heure du BMS. Donc, que veut dire BMS? Alors BMS veut dire Battery Management System. Voilà. Alors, Sandrine qui demande bonjour et merci pour ce webinaire. Est-ce que les batteries des transpalettes, eh ben, ça on l'a déjà vu. Donc, bah, voilà, c'est une question qui revient. Alors, hop. euh, alors, attendez, parce que s'il y a des questions qui se rajoutent entre deux, ça se défile à mon écran. Tac, tac, tac. Pascal, alors c'est pareil, on revient sur la question des patinettes, des trottinettes qui n'est pas en charge, rangée dans un bâtiment à température ambiante. Alors, une patinette qui n'est pas en charge, rangée dans un bâtiment à température ambiante, présente-t-elle des risques d'explosion ou effectivement d'emballement? L'explosion ne peut se produire que si la batterie est en charge. Point d'interrogation. Non, alors pas forcément. On a parlé tout à l'heure de la cinétique, elle peut être très lente. En fait, par exemple, une trottinette, si on prend cet exemple-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle claque sur le trottoir, elle passe dans l'eau, elle est un peu maltraitée, on va dire. Donc en fait, l'emballement thermique peut déjà avoir lieu même 24 heures, 48 heures ou quelques semaines avant, hein, et il peut se déclencher à tout moment. C'est vrai que les différentes cinétiques qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, tac, on a vu quel est le temps entre l'emballement. Alors ça, on a vu entre l'emballement et la fumée. Alors là, a priori, vous en avez parlé tout à l'heure, Michael. Au sujet des Clotilde qui demande au sujet des batteries de vélo à assistance électrique, y a-t-il un risque de dégradation ou de fragilisation de la batterie à force de rouler dans les nids de poules ou involontairement, bien sûr? Alors, non, ils sont quand même conçus pour. Donc, il y a l'enveloppe qui est là aussi pour protéger. Et après, moi, je vais juste vous le répondre un petit peu indirectement. C'est votre voiture électrique, vous allez bien la faire réviser en fait dans votre garage. Alors, pourquoi on le ferait pas en fait pour les trottinettes ou les vélos? Voilà, il existe des partenaires en fait qui sont agréés, qui vont venir faire ces contrôles de maintenance et au moins une révision aussi et puis vérifier l'état de la batterie. Élodie qui demande bonjour, pour les engins de manutention au lithium, quels sont les moyens d'extinction à préconiser? Aujourd'hui, Eurofeu nous a mis à dispo des extincteurs avec vermiculite. Est-ce suffisant? Et alors après, en quelle quantité? Faut-il mettre des extincteurs à bord des engins? Là ça fait beaucoup de choses, peut-être de questions en une. Ouais, mais Euh, j'ai on nous déjà a répondu. proposé des bâches, mais elles sont très lourdes à manipuler. Il faut s'approcher beaucoup du feu.
Et c'est là m'inquiète donc, pour le moment, nous n'avons pas choisi ces bâches. Votre avis? Ouais. Alors, en fait, il y a 2 solutions en fait dans cette question-là. On a la partie extincteur, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, des limites, comment Oui, je vais utiliser, et oui. cetera. Et après ces couvertures anti-feu, en fait, c'est alors lourdes en fait quand elles sont rangées, mais une fois dépliées et quand on a bien cette formation en fait de manipulation, elles sont très simples aussi à être utilisées. Il y a aussi des accessoires qui facilitent son utilisation et la mise en place, surtout sur des chariots qui sont un peu plus hauts. Mais en fait, tout ça, c'est que derrière, c'est qu'on a un risque qui est identifié. On met en place des moyens d'intervention ou des solutions, mais il ne faut pas oublier, c'est que c'est informer et surtout former votre personnel à ces utilisations, à ces nouveaux moyens. Ok. Il y a une question d'Étienne qui est effectivement qui peut être aussi un bon complément. À partir de quelle température parle-t-on d'emballement thermique? La température normalement de fonctionnement d'une batterie est de combien? Température ambiante pour plus X degrés? Ou est-ce qu'il y a une règle? Voilà, parce vous avez parlé tout à l'heure de détecteurs effectivement thermiques donc Oui, qu'est-ce qu'on alors les, les températures, voilà, on dit qu'aux alentours de 68 degrés, on a déjà une dégradation, surtout une dégradation de la matière et des composantes, qui en fait, du coup, en se dégradant, crée des gaz et qui est là où en fait on amplifie ce phénomène d'emballement thermique. Donc voilà, voilà un petit peu la notion de 68 degrés, mais du coup, cette température, elle est régulée en fait via votre BMS de votre système. Voilà, si il y a une température qui est trop élevée, le BMS, lui, va le détecter, il va le relever, il va mettre en place ce système de refroidissement, que ce soit air liquide de votre application. Donc Ok. forcément, le loco de charge, oui, à préconiser en moyen de prévention, ventilé et à température ambiante modérée, quoi. Oui, 68 degrés, c'est pas énorme hein, quand même, hein. Oui, C'est- oui, c'est ça, mais bon, voilà, après, il y a dedans aussi tous les systèmes de refroidissement qui passent et qui sont déjà aussi intégrés, hein. Alors, on en a reparlé. Alors, il y a Eurofeu fait un extincteur spécial lithium. Quel est votre avis sur sa capacité réelle d'éteindre un feu de batterie? Bon, ça, je pense que vous l'avez abordé tout à l'heure. Ça Oui, dépend de la taille de la batterie. oui, Et c'est là, ça. effectivement, je répète la petite consigne de tout à l'heure. N'hésitez pas, vous mettez dans le chat contact et on transmettra vos coordonnées à Michael pour aller voilà, plus loin et puis peut-être d'aller. Parce que là, c'est vrai qu'en 45 minutes, c'est un peu court pour faire le tour de l'ensemble des questions. Je pense que les questions sont encore très, très importantes. Allez, on va en reprendre peut-être un. Bah tiens, la question d'Étienne. Et pardon pour ceux auxquels on ne pourra pas répondre, mais alors il y en avait deux, parce qu'il y avait aussi un vote là sur la question de Milika. Est-ce qu'il existe une réglementation dans le Code du travail sur le stockage des trottinettes, par exemple? Alors non, il y a sur le code du travail, non, mais par contre du code du travail, l'article 4227-39 vous demande en fait d'identifier les risques particuliers. Donc ça fait partie d'un risque particulier. Sachez qu'il y a la classe L qui a été mise en place en fait depuis janvier de cette année. Donc le danger, il est bien ciblé maintenant. Donc à vous de mettre en place et de cibler ces risques. Voilà les différentes solutions que vous pouvez apporter dans votre entreprise, quoi. Euh, allez, j'avais dit la dernière, mais quand même. Estelle qui dit que faire d'une batterie qui a chuté au sol, devenue chaude, mais a refroidi entre-temps, et que faire du déchet après? Bah oui, parce qu'elle a été, en gros, il y a eu une alerte sur un problème, et en gros, on fait quoi? On la détermine, on la met en quarantaine? C'était ça tout à l'heure, la question de la quarantaine? Bah, c'est ça, ouais, c'est de la mettre déjà en quarantaine, l'isoler d'un risque ou si vous pouvez, bah, mettez-le à l'extérieur. S'il n'y a rien à l'extérieur, votre risque, si cette batterie par un emballement thermique, bah, il n'y a rien à côté. Déjà, vous avez isolé le risque. Et après, c'est bah, voilà, contacter un fournisseur pour le traitement des déchets et la reprise. Voilà, qui eux, en fait, voilà, il y a des constructeurs de matières électriques qui vont pouvoir le mettre en sécurité et démanteler tout ça et recycler. Eric,
Pardon, mais je découvre parce qu'il y a encore beaucoup de questions entre deux. Mais vos questions, et merci parce que elles sont passionnantes et vous êtes passionnant, Michael. Eric qui dit, j'ai entendu dire que l'eau pouvait aggraver la situation et n'était pas forcément efficace pour ce type de feu. Discours toujours d'actualité, point d'interrogation, car là, vous préconisez de refroidir avec de l'eau a priori. Oui, c'est ça, parce que voilà, les différents essais ou autres, que ce soit d'issue d'Iniris ou autre, on voit très bien que l'eau, c'est l'agent extincteur le plus efficace. OK. Voilà. Donc ça, Bon, bah, vous écoutez, trouvez un petit peu ces oui, agents dans un tableau récapitulatif et de synthèse que je pourrais également vous partager en cas de contact. Voilà, que les différents agents extincteurs les plus efficaces et moins efficaces. OK. Alors, bah, écoutez, je pense que là, on a largement débordé de notre créneau horaire. Un grand merci à tous quand même de nous avoir suivis jusque-là. Petite précision aussi, parce que si vous avez envie de continuer cet échange avec Michael, vous avez aussi la possibilité de venir au Festival de la Prévention, hein, le 2-3 juin, puisque FMS Incendie sera présent donc au pavillon Baltard donc 2-3 juin, ben, n'hésitez pas, une belle occasion voilà, de continuer parce que c'est un vaste sujet. Je vois aussi plein de pouces qui se lèvent. Donc, Michael, voilà, je pense que vous nous avez vraiment éclairé sur un sujet qui est un sujet quand même délicat. Voilà, il y a même des cœurs qui arrivent jusqu'à vous, Michael. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas, un petit mot de conclusion, Michael? Deux mots. Deux mots. Alors, non, mais je suis ravi de partager et continuer ce moment d'échange avec vous euh, un peu plus tard si besoin. OK. Allez, alors, sur ce, bon appétit à tous. Un grand merci de nous avoir suivis. De toute manière, vous aurez un petit mail donc de remerciements. Vous allez avoir, on va vous mettre aussi quelques liens. Donc ça, vous l'aurez dès demain. Et puis encore une fois, voilà, 2-3 juin, Pavillon Baltard. On vous y attend, le Festival de la Prévention. C'est gratuit, profitez-en parce que vous allez pouvoir rencontrer quelques experts. Et d'ailleurs, vous allez donner aussi 2 conférences sur place, sauf erreur de ma part. C'est tout à fait, ouais, Voilà, donc on sur m'a le bien même sujet. informé. Donc je suis bien informé, tout va bien. Alors, bon appétit, à très vite et n'oubliez pas, inforisque.fr, la suite de nos programmations. Et bonne journée à tous. Merci, bon appétit.